Bonjour à tous. On va attendre 5 minutes que les gens arrivent progressivement avant de démarrer ce webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas arrivés, on attend jusqu'à 11h05 pour démarrer, le temps que ça se remplisse un peu. Allez, bon, on va commencer là et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Donc, bonjour à tous. On fait ce webinaire aujourd'hui pour apprendre à utiliser les FDES pour répondre au marché public en bois local. Du coup, on va faire ça en plusieurs parties. Donc, on a le bureau d'études Caribati qui va faire plutôt un point théorique sur les FDES pour commencer à introduire ce webinaire. Après, moi, j'expliquerai comment utiliser ces FDES dans les marchés publics. Et puis après, on aura les deux plateformes, donc deux Bois de France qui ont été développées par Bois de France, qui vous montrera comment configurer vos FDES pour des produits Bois de France. Et on aura l'UFCBA qui présentera, pour finir, sa plateforme DE Bois pour configurer des FDES de manière plus générale.
Le webinaire, il est enregistré et il sera rediffusé sur YouTube en replay sur notre chaîne Figora. Voilà. Donc, Raymond, je te laisse la main pour la première présentation. Merci. Eh ben, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Vous allez voir la présentation s'afficher. Donc, je suis Marion Chira de Caribati. Donc, je vais vous faire une petite partie introductive pour bien comprendre les enjeux liés à la réglementation environnementale sur le bâtiment et du coup, qu'est-ce que sont les FDES. Hop. Donc moi je suis Marion Chira, je suis la co-gérante du bureau de conseil Caribati. Donc très rapidement, Caribati c'est un bureau de conseil pour le développement des matériaux biosourcés, géosourcés pour le secteur du bâtiment. Donc on intervient sur toute la chaîne de valeur depuis le développement des filières, la structuration en local des filières, en passant par l'accompagnement aux fabricants, donc démarche d'accompagnement, avis technique, ATEX, et puis du coup réalisation de FDES. Et on va jusqu'ensuite à la partie immobilier en accompagnant tous les acteurs de l'immobilier assez largement sur leur projet de bâtiment qui intègrent des biosourcés ou des géosourcés. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la casquette liée à la réalisation des FDES pour les fabricants. Je vais commencer par le contexte réglementaire. On a en fait une demande sur les FDES qui augmente clairement depuis janvier 2022, puisque depuis janvier 2022 est entrée en application une nouvelle réglementation qui est maintenant une réglementation environnementale. Donc depuis 1974, on avait des réglementations thermiques en France qui petit à petit ont fixé des exigences de plus en plus fortes sur la qualité thermique des bâtiments, jusqu'à arriver à un seuil 2012 avec la RT 2012 pour que les bâtiments, donc c'était une réglementation qui s'applique qu'aux bâtiments neufs, donc voilà, pour que les bâtiments neufs ne consomment pas plus de 50 kWh énergie primaire par mètre carré par an. En parallèle de l'application de cette RT 2012, il y a eu tout un contexte d'essais, d'évaluation, d'analyse environnementale à l'échelle des bâtiments, avec une expérimentation qui s'appelait E+, C-, donc E pour énergie positive et C pour carbone, donc moins pour réduction des émissions de carbone. Et du coup, à la suite de cette expérimentation E+, C-, qui a permis de commencer à sensibiliser les acteurs à la réalisation d'analyses de cycle de vie à l'échelle bâtiment, a été rédigée une nouvelle réglementation, donc plus uniquement thermique mais environnementale, qui englobe du coup des exigences sur l'impact carbone des bâtiments, c'est-à-dire qui fixe des limites, des seuils hauts d'émissions de carbone lors de la construction des bâtiments et lors de la phase d'usage des bâtiments. Donc cette RE 2020 qui devait paraître en janvier 2020 est finalement parue en janvier 2022. Donc elle porte bien sur la diminution de l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Donc la grosse nouveauté avec la RE par rapport à la RT, c'est qu'on intègre le carbone du coup dans la réglementation. Et donc on va prendre en compte les émissions de carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, donc et la phase construction et la phase usage des bâtiments. Donc ça incite au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone, et notamment des modes constructifs qui vont stocker le carbone, comme évidemment les matériaux biosourcés et le bois. Et ça incite aussi à une consommation de sources d'énergie décarbonées, donc notamment des sources d'énergie renouvelables, en tout cas qui embarquent peu de carbone. Donc il y a bien les deux aspects, et construire avec moins de carbone, mais aussi avoir une phase d'usage qui consomme peu de carbone. On continue d'aller plus loin dans la performance énergétique aussi des logements, enfin des bâtiments. Donc la RE 2020 elle va plus loin que l'exigence de la RT 2012. Et on a un indicateur qui s'appelle le BBio, le besoin bioclimatique, pour privilégier la performance sur le long terme, en fonction notamment des climats. On a aussi une réglementation qui prend en compte les conditions climatiques futures, avec notamment les épisodes caniculaires qui sont plus fréquents. On doit du coup
concevoir les bâtiments en prenant en compte ces épisodes caniculaires. Et donc, on a dans la réglementation un indicateur qui est le degré d'heure d'inconfort, voilà, qui fixe des objectifs sur le confort d'été. Il y a aussi des axes liés à la qualité de l'air intérieur des bâtiments. On favorise aussi les produits issus du réemploi. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est vraiment plutôt la partie impact sur le climat, donc la partie carbone. Sur la partie carbone, on a 4 indicateurs globalement qui sont évalués dans la RE 2020. Donc on va calculer l'impact sur le changement climatique lié à nos consommations d'énergie, le IC énergie. Donc là, ça va être vraiment des facteurs de conversion j'utilise de l'électricité pour le chauffage, j'utilise du gaz pour le chauffage, etc. On va appliquer des facteurs de conversion qui vont nous donner des équivalents carbone de nos consommations énergétiques. Et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est ces 2 indicateurs, le IC construction, puis le IC bâtiment. Donc le IC bâtiment qui est la somme du IC construction et du IC énergie. Le IC construction, c'est l'impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris du coup l'impact du chantier de construction. Et pour pouvoir calculer ce IC construction, donc cet impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, il faut posséder les données sur les composants, sur les produits de construction. Ces données, ça va être les FDES, donc c'est la partie pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On a aussi dans la RE 2020 un indicateur plus global, plus d'affichage, qui est le stock C. Le stock C, il vient de dire mon bâtiment, il stocke tant d'équivalent carbone biogénique, donc c'est un indicateur, lui, qui est exprimé en kilo carbone, tandis que les autres indicateurs, IC énergie, IC construction, IC bâtiment, ils sont exprimés en kilo équivalent CO2. Donc on n'est pas dans la même unité, on a bien d'un côté des kilos équivalent CO2 pour l'indicateur réchauffement climatique et un affichage en kilos carbone biogénique stocké dans notre bâtiment. Cet indicateur, vous allez le voir, on le retrouve aussi dans les FDES. Donc le principe de calcul pour la RE 2020, quand on fait une analyse de cycle de vie à l'échelle du bâtiment, on va récupérer toutes les données tous les quantitatifs de notre bâtiment, tous les métriques de notre bâtiment. À chaque donnée, on va associer une donnée environnementale, une FDES, et puis on va sommer tout ça pour avoir l'impact carbone à l'échelle du bâtiment. Et ensuite, le principe de la RE 2020, c'est de fixer des exigences. Donc, c'est de fixer un IC construction max. Donc, IC construction max, c'est une valeur moyenne à laquelle on applique des coefficients de modulation qui sont exprimés ici. Voilà, par exemple, si on n'a pas le choix, si le PLU nous oblige à faire des parkings enterrés, et ben, dans ce cas-là, il y aura un coefficient de modulation lié aux infrastructures, par exemple. Voilà. Mais donc l'idée, c'est bien ça, on a un IC construction moyen pour notre type de bâtiment et des coefficients de modulation, et on va vérifier avec le calcul ACV bâtiment que notre bâtiment, il dépasse pas ce seuil IC construction max. On verra à la fin. La particularité, c'est que ces seuils de RE 2020, ils sont de plus en plus exigeants. On est parti à un seuil plutôt haut en 2022 et jusqu'à 2030, les seuils vont baisser. On verra ça dans les perspectives. Donc, de quoi on parle quand on parle d'une FDES? On va parler d'une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Et cette fiche de déclaration environnementale et sanitaire, elle va présenter une évaluation environnementale à l'échelle du produit, qui nous permettra ensuite de faire l'évaluation environnementale à l'échelle du bâtiment. Dans les autres données qu'on peut retrouver pour les équipements, on va parler des PEP, des profils environnemental produits. Voilà, c'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu, donc ça concerne vraiment que les équipements électriques, électroniques. Sur les produits de construction, on parle bien de FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Ces FDES, elles sont réalisées selon un cadre européen, la norme européenne EN 15804 plus A2, et un complément national français. Donc en fait, on a bien au niveau de l'Europe une norme qui fixe la réalisation en fait de ce qu'on appelle des EPD, des Environmental Product
Declaration. Et en fait, après, chaque pays membre de l'Union est libre de rajouter un complément national propre à son pays. Donc, il y a un socle commun européen et chaque pays rajoute ensuite un complément. C'est pour ça que nous, on parle de FDES, notamment en France, parce qu'on a rajouté le S, on a rajouté, nous, une partie sanitaire à l'IPI européenne qui présente, elle, vraiment plutôt les impacts environnementaux. Quand on va réaliser une FDES, on va aller réaliser ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Je vais vous expliquer après pour faire l'évaluation de l'impact environnemental. Et pour faire cette analyse, on va définir le produit qu'on a à évaluer par une unité fonctionnelle. Donc ça, c'est très important quand on va venir lire une FDES. La FDES, elle est toujours réalisée pour une unité fonctionnelle, c'est-à-dire la performance quantifiée d'un système. Donc, en général, un exemple simple, c'est pour un isolant thermique. On ne va pas venir évaluer 1 kg d'isolant, mais on va venir évaluer 1 mètre carré d'isolant, épaisseur 10 cm, pour une résistance thermique de 2, voilà, pour une résistance thermique de 2, pardon. Donc voilà, on a bien l'idée de une surface, une épaisseur et une résistance thermique donnée. Et on va avoir, les produits vont être aussi définis par une durée de vie de référence. Donc on aura différentes durées de vie. Pour la structure, on sera plutôt sur une durée de vie pour des produits structurels sur une durée de vie de 100 ans, pour des produits isolants sur une durée de vie de 50 ans. Et puis pour les produits, par exemple, d'aménagement intérieur, type revêtement de sol, on peut être à des durées de vie moindres, comme 10, 25 ans. Donc les produits, ils suivent ce qu'on appelle un cycle de vie. Donc on va venir évaluer toutes les étapes, depuis l'extraction des matières premières, en passant par les étapes de fabrication, de transport jusqu'au chantier, d'utilisation dans le bâtiment, donc de construction, jusqu'à la fin de vie, donc soit fin de vie mise en décharge, soit valorisation. Et pour faire ce travail-là, on va réaliser ce qu'on appelle un inventaire du cycle de vie. Donc, on va réaliser une collecte des données auprès de l'industriel, auprès des différents fabricants, des différents participants à l'étude, qui va permettre de faire un bilan matière et énergie de tous les procédés qui sont inclus dans le cycle de vie du produit. Donc en général, quand on fait la collecte de données auprès du fabricant, on a quelque chose de très exhaustif sur les étapes amont de production, donc depuis les matières premières jusqu'à la fabrication. Et puis, on a des choses assez précises sur la mise en œuvre sur le chantier, donc transport jusqu'au chantier et mise en œuvre. Et sur la fin de vie, là, on va plutôt développer des scénarios avec des hypothèses sur comment le produit va se comporter en fin de vie. Donc pour le produit bois, pour le coup, avec les études menées par le Codifab, il y a un scénario de fin de vie qui est très précis sur comment se déroule la fin de vie des produits bois. Et puis pour les produits biosourcés, il y a une petite particularité. Dans l'analyse de cycle de vie, on va compter aussi le carbone biogénique qui est stocké par la forêt, dans le cas des produits bois, qui va se retrouver du coup ensuite dans le produit. Et puis, en fin de vie, ce carbone biogénique, il sera réémis. Donc, on aura normalement ce qu'on appelle un carbone neutre sur tout le cycle de vie, avec autant d'entrées que de sorties sur le CO2 biogénique. Et donc, une fois qu'on a réalisé tout l'inventaire et qu'on a modélisé notre produit, on peut réaliser l'analyse de cycle de vie. Donc, on va calculer les différents impacts sur l'environnement du produit en détaillant les différentes étapes de son cycle de vie. Sur une FDES, la présentation des résultats d'analyse de cycle de vie, elle est normée. On a un grand nombre d'indicateurs à présenter. Si vous avez déjà regardé à la fin d'une FDES, on a énormément de catégories d'indicateurs à présenter. Donc, on a des impacts environnementaux, dont le plus connu et celui qui nous intéresse pour la RE 2020, c'est l'indicateur réchauffement climatique, donc connu sur le nom d'impact carbone, mais on parle bien d'un impact sur le réchauffement climatique. On en a d'autres, on a un indicateur sur l'appauvrissement de la couche d'ozone, sur l'eutrophisation, formation d'ozone photochimique, etc. Je ne les ai pas tous mis.
On a aussi des paramètres qui décrivent l'utilisation des ressources. Donc, on va notamment retrouver plusieurs indicateurs qui nous disent on a consommé tant d'énergie primaire renouvelable, tant d'énergie primaire non renouvelable, tant d'eau. On a aussi des indicateurs sur les déchets, quelle quantité de déchets dangereux éliminés, quelle quantité de déchets non dangereux éliminés. Et puis, on a des paramètres plutôt sur les flux sortants. Donc là, ça va être plutôt des indicateurs de flux sur, à la fin de vie, combien de composants sont destinés à la réutilisation, au recyclage, etc. Donc on a des tableaux avec énormément d'indicateurs et donc on va retrouver les résultats qui se présentent comme ça. Souvent, on va avoir notre catégorie de résultats et puis nos différentes étapes du cycle de vie, qui sont répertoriées. Donc là, on lit bien l'unité de l'indicateur en kilos et le UF, donc c'est pour l'unité fonctionnelle. Les résultats, ils sont bien présentés pour l'unité fonctionnelle, donc toujours se référer à cette unité fonctionnelle. Donc voilà, donc là, ça voudra dire que pour l'étape A1, il y a 0,107 kg de déchets dangereux éliminés par unité fonctionnelle. Et dans l'F2S, on peut aussi calculer ce qu'on appelle un module D. Donc c'est après la fin de vie, si le produit est recyclé, revalorisé en fin de vie, on va pouvoir calculer des bénéfices et des charges au-delà du système pour montrer si c'est intéressant d'aller valoriser ce produit après sa fin de vie. Et on va finir là-dessus. Les différents types de F2S qu'on va pouvoir retrouver, ça va être des F2S individuelles ou collectives. Dans tous les cas, il y a une obligation de vérification des FDES maintenant présente dans la base INES, donc qui est depuis 2019, il n'y a plus que des FDES vérifiés dans la base INES. Et il y a un certain nombre de données qu'on appelle des données environnementales par défaut qui existent encore dans la base pour pallier un manque de données individuelles ou collectives. Donc aujourd'hui, sur la base INES, donc qui est la base de référence, il y a plus de 4300 F2S disponibles. Donc ça commence à être un chiffre important, hein. Début 2023, il y avait 3000 F2S. Donc là, voilà, ça augmente. Je crois que cette année, ça a encore augmenté de 1000 F2S. Depuis la sortie de la RE 2020, on voit vraiment que il y a énormément de F2S qui sont produites. Et donc, vous allez voir ça après, il existe également des configurateurs qui permettent de générer des données environnementales plus proches de la réalité du projet de bâtiment. Donc, je ne vais pas passer trop de temps de ça là-dessus, puisque ça va vous être expliqué après. Et juste petit point là-dessus, donc sur les produits biosourcés, on calcule le stockage du carbone. Donc, il y a deux informations. On va avoir une ligne, on va avoir l'information sur les kilos équivalents CO2 biogénique, et puis on va voir dans la F2S une information sur le stock C, le stockage de carbone biogénique en kilocarbone. Donc les flux de carbone, ils vont suivre les flux de matière, ils vont être alloués de façon physique. Donc pour le bois, par exemple, 1 mètre cube de bois rond, ça va représenter 700 kg équivalent CO2. Donc ça, c'est vrai pour un bois de densité 450 kg par mètre carré. Et ça va se présenter comme ça. Donc sur l'indicateur changement climatique, il est scindé en 3 sous-indicateurs. Donc les émissions liées, les émissions fossiles. Voilà, on va parler d'émissions fossiles, tout ce qui est stockage et déstockage du CO2 biogénique. Et ensuite, il y a un indicateur changement climatique lié à l'occupation et à la transformation des sols. Par exemple, s'il y avait une forêt qui est transformée en champ, voilà, quel est l'impact sur le changement climatique. Donc, on va pouvoir tracer là, le stockage et le déstockage du carbone sur cette ligne changement climatique biogénique. Donc là, on voit, c'est la F2S.CLT. En début, sur les étapes de production, ça stocke du carbone, donc il y a un moins. Ça fait moins 696 kg équivalent CO2. Et en fin de vie, on retrouve ce carbone qui est réémis, donc ça fait plus 650 kg équivalent CO2. Donc sur le total du cycle de vie, on doit avoir peu ou prou un carbone neutre. Et on a donc le stock C aussi qui est présent dans la F2S. Et voilà, et donc pour finir, comme je vous disais au début, on va avoir là, normalement début 2025, une évolution des seuils IC Construction Max. Donc là, on était pour les logements collectifs à un max de 740 kg équivalent CO2.
Et là, on va descendre à 650 pour les logements collectifs et puis ça va continuer de descendre jusqu'à 2031. Donc il y a vraiment des exigences qui vont être de plus en plus fortes, donc ça tire déjà et puis ça va continuer de tirer le marché du bois et des biosourcés et des matériaux bas carbone plus largement, donc pour aller vers des bâtiments de plus en plus, sobres et moins impactants. Et voilà, merci. Merci Marion. Moi, du coup, je vais parler plutôt, donc je vais partager ma présentation. Donc, comment utiliser cette RE 2020 et ces FDES pour insérer du bois local dans les marchés publics. Je ne sais pas si on voit mon écran, mais c'est en cours de diffusion. C'est bon, on le voit bien. Ah, on le voit? Parce que moi, je ne le vois pas, alors je ne peux pas trop... je vais changer de méthode. Voilà. Donc, comment utiliser ces FDES pour les insérer dans les marchés publics? Donc, comme l'a expliqué Marion, on va se baser sur l'analyse de cycle de vie du produit bois. Et finalement, entre deux produits bois différents, il y aura très peu de variations sur les émissions carbone. Et par contre, on arrivera à jouer sur la localisation parce que le transport va varier en fonction de si l'entreprise est loin ou non du chantier, en fonction de là où elle se fournit en bois. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de jouer pour sélectionner les entreprises les plus locales quand on va être en marché public. Parce qu'il faut savoir, donc, pour rappel, que dans les marchés publics, on n'a pas la possibilité de prescrire du bois local directement. On a l'interdiction de donner des zones géographiques. On peut, par contre, prescrire des labels type Bois de France qui sont présents, ou nous, dans la région, Bois des Alpes ou Bois des territoires du Massif central, qui sont des labels qui sont autorisés à la prescription. Mais donc, on a cette méthode qui complète un petit peu ces labels. Elle peut se combiner avec eux. Et donc, comment elle fonctionne? En fait, on va insérer donc, dès la phase appel d'offres des entreprises des objectifs. On va demander plutôt les FDES dès la phase appel d'offres. Donc là, on voit un extrait donc, pour un projet qu'on a eu en Auvergne, auquel on a utilisé cette méthode. Et donc, dans le règlement de consultation, on a demandé les FDES à toutes les entreprises pour les produits bois qu'on souhaitait comparer, qu'on souhaitait avoir en local. Donc, comme on le voit en fait dans le règlement de consultation, on va avoir l'obligation d'avoir un référentiel de traçabilité. Donc ici, on a cité PEFC, FFC, Bois de France, Bois des territoires du Massif central, Bois des Alpes ou équivalent. Et puis, donc, pour les produits charpente bois collier, panneaux OSB, lames de bardage, etc., les FDES devront être fournis par les charpentiers. Donc, comme on l'a vu, ces FDES, les charpentiers, ils vont pouvoir les configurer à l'aide de configurateurs. Donc, s'ils ont un produit Bois de France, ils pourront utiliser la plateforme Bois de France, qui est calculée sur du bois français. Sinon, ils pourront utiliser la plateforme DE Bois, réalisée par le FCBA. Donc, ces deux structures nous montreront plus tard comment les configurer. Et donc, l'idée, après, c'est d'intégrer les notes, enfin, les valeurs des FDES dans le barème total de sélection des entreprises. Donc là, on a des extraits. Donc, il y avait 4 entreprises qui avaient répondu, plus ou moins locales. Et donc, dans la première partie du tableau, on a l'ossature bois. Et donc, pour l'ossature bois, on a eu 4 fiches FDES qui ont permis d'établir des notes. On a eu la même chose pour la charpente bois collé, pour la charpente, d'amélé collé, où là aussi on a eu des notes en fonction des résultats des FDES. Et puis au total, avec cet ensemble de notes, on va pouvoir établir une moyenne générale
et donc donner une note globale à chacune des entreprises. Donc là, effectivement, dans ce marché-là, ça avait très bien fonctionné parce que c'est l'entreprise la plus locale qui avait été sélectionnée grâce à ça, et l'entreprise la moins locale qui était la moins bien notée. Alors, on peut avoir des vies. Par exemple, ici, on était donc en Auvergne, et l'entreprise Lamécole, qui fait du lamellé-collé dans les Landes, a eu la meilleure note sur le lamellé-collé, car elle avait une fiche FDES individuelle. Donc là, en fait, les fiches FDES individuelles, elles sont parfaitement optimisées selon le procédé de l'entreprise, contrairement à une FDES générale qui va tirer des moyennes. Et donc, des fois, voilà, on peut avoir des problèmes comme ça quand certaines entreprises ont des FDES individuels sur des produits très techniques. Bon, là, il se trouve que avec l'ensemble du marché, ça a rééquilibré. Et l'Amicole s'est bien retrouvée à sa place en troisième, en étant l'entreprise la troisième la plus locale. Du coup, cette méthode, elle a des avantages, c'est qu'elle est très impartiale et complètement autorisée selon la loi, parce qu'on se base selon la méthode de la RE 2020. Elle fonctionne bien, même si on a encore peu de retours d'expérience, mais bon, je pense qu'il faut qu'on aille quand même dans ce sens, puisque c'est dans la logique de la RE 2020. En inconvénient, par contre, voilà, les FDS individuels, pour le moment, il y en a encore peu qui en ont, donc ça fausse les résultats. Et ça peut rajouter du travail aux entreprises, donc qui devront, on va dire, configurer leur FDS dès la phase d'appel d'offres. Mais les entreprises, les charpentiers vont devoir, dans tous les cas, s'adapter à la RE 2020. Et quand on maîtrise les configurateurs, ce n'est pas quelque chose qui demande un gros travail au final. Donc, ça semble complètement accessible. Voilà. Et donc, cette méthode, elle est basée sur le guide de la commande publique de Bois de France. C'est eux qui l'ont développé. Donc, on peut retrouver tous les détails dans leur guide. Et puis, vous pouvez aussi vous baser sur notre guide bois local, construire en bois, qui détaille lui, plus largement aussi les différentes méthodes pour intégrer du bois local. Voilà, je m'arrête là et puis je laisse du coup la main à Bois de France, à Lucie, pour la partie des Bois de France. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Très bien, ouais. Alors, oui, donc, merci Zachary pour cette introduction. Je me présente, je m'appelle Lucie Lisa et je reprends le label Bois de France. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur le label et ensuite parler du configurateur de la FDES, donc de-boisdefrance.fr. Alors, le label Bois de France, c'est un label qui a été pensé par des professionnels de la Fédération nationale du bois en 2020 et qui a été lancé pour différencier les produits bois vraiment français. Et par là, on entend en fait une double garantie, à la fois sur l'origine, donc c'est des produits issus des forêts françaises, et sur la transformation, c'est-à-dire que sur toute la chaîne de transformation, le produit est resté sur le territoire français et a fait vivre du coup les entreprises du territoire. Donc voilà, c'est une garantie de la forêt jusqu'au produit, voire même jusqu'au projet derrière lorsqu'il est mis en œuvre. Et c'est cette double garantie qui permet d'éviter deux dérives qu'on a souvent sur le marché. Parfois, on peut avoir des produits bois qui sont marqués bois français alors qu'ils ont été transformés à l'autre bout du monde. Ou alors, dans le sens des produits marqués Made in France, qui certes ont été transformés en France, mais qui ne contiennent pas de matières premières françaises, donc en l'occurrence de bois français. Le label Bois de France, il a été créé donc, pour distinguer les produits bois d'origine française et transformés en France. Et c'est un label donc, qui garantit une crédibilité à long terme, puisque avec ce label, les entreprises apportent cette garantie, avec d'ailleurs des audits réguliers tous les ans. Ces entreprises sont auditées pour vérifier que leurs produits sont bien répondent bien aux exigences du label. Et c'est un label qu'on a créé pour que ce soit un outil pour les entreprises et les utilisateurs de bois. Ce label, par son fonctionnement, il répond totalement aux enjeux actuels des enjeux sociétaux, donc de relocalisation de l'économie sur le territoire, mais aussi, bien sûr, on favorise les circuits courts avec des produits qui restent sur tout leur cycle de fabrication en France.
Ça répond aussi à des enjeux environnementaux, puisque les produits labellisés Bois de France répondent parfaitement aux enjeux de la RE21, avec donc une empreinte carbone réduite, comme on le verra grâce au configurateur des FDVS. Aujourd'hui, Bois de France, c'est plus de 250 entreprises françaises engagées et on couvre un peu tous les domaines d'activité du bois. Donc, on a à la fois la transformation, donc le commerce de transformation, on a aussi des négoces, des entreprises de construction, de l'ameublement, mais aussi donc bois énergie et emballage. Donc, autant d'entreprises qui peuvent fournir des produits labellisés Bois de France, autant de diversité de produits. On a aussi la possibilité d'appliquer le label à des projets de construction. Donc, ça a été le cas pour plusieurs projets, notamment un supermarché Lidl à Épinal, on en a eu un plus récemment en Vendée, et le siège de l'ONS, par exemple, à Maison Alfort. Donc, c'est des projets pour lesquels il y a un engagement de l'équipe maître d'ouvrage, maître d'œuvre à construire en Bois de France, et donc qui font appel à des entreprises labellisées Bois de France qui interviennent sur le projet et qui mettent en œuvre des produits labellisés Bois de France. Et donc, à partir d'un certain seuil, on peut apporter aussi la labellisation sur le projet. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite introduction sur le label, je vais vous parler du configurateur de FDVS, de-boisdefrance.fr, qui a été créé. Donc, c'est un configurateur en ligne, simplement disponible sur de-boisdefrance.fr, pour les produits Bois de France. Donc, il met à disposition des FDVS MER, donc ça va être des FDVS vraiment collectifs avec des critères généraux. Et ensuite, on va pouvoir adapter certains critères. On va le voir selon les produits, on a des critères différents pour créer ce qu'on appelle des FDVS filles et donc avoir un résultat derrière qui sera plus avantageux en enseignant du coup certains détails sur le produit. C'est des fiches, bien sûr, qui sont vérifiées par un professionnel habilité de l'INES. Je précise que DE Bois de France est certes ouvert à tous, donc tout le monde peut se connecter et par curiosité aller voir un peu ce que ça donne d'avoir des fiches LDS, des produits labellisés Bois de France sur la fiche LDS, mais donc c'est des LDS qui sont valables uniquement bien sûr pour les produits et les entreprises labellisées Bois de France, puisque la garantie ça va pas être la LDS, mais ça va être le label. Donc ça, c'est un petit exemple d'un produit un peu classique qu'on peut retrouver en bois. Donc si on prend un bardage bois, on va regarder un peu ce que ça donne en fonction des différentes FDS qu'on peut avoir. Donc la première ligne, c'est, donc bien sûr, je regarde le réchauffement climatique. C'est le critère qui va nous importer, nous, dans le cadre de la RE 2020, sur les différentes phases du cycle de vie. Qui ont été présentées tout à l'heure. La première donnée qu'on va regarder, c'est la fiche FDS par défaut. Donc, c'est la donnée environnementale qui existe sur la base INES pour un bardage en bois massif. Donc là, on a un total ACV de 23,9 kg CO2 équivalent par mètre carré. Et après, on va regarder un peu en fonction de garantie d'origine. La deuxième ligne, c'est en bois tropical. Donc là, on va voir que le fait d'avoir déjà une garantie d'origine, ça va faire baisser l'impact sur la production, parce que dans la production, on a le transport, et on va avoir un total meilleur. Et enfin, si on regarde une fiche d'un produit en bardage bois labellisé Bois de France, donc avoir en plus de cette garantie d'origine, une garantie d'origine française, là, on va encore plus baisser et avoir un total ACV qui frôle le zéro, puisqu'on va avoir une étape de production négative. Et donc maintenant, pour terminer, je vous propose de vous faire une petite démonstration simplement du site internet du configurateur. Donc voilà, sur de-boisdefrance.fr, vous allez pouvoir créer un compte avec des identifiants. Moi, je me suis connectée et on voit juste en bas ici les différentes fiches FDS qui sont disponibles. Donc ça couvre à peu près tous les lots de construction bois et pour chaque lot, on a différents produits. Et donc pour chaque produit, on peut soit avec le petit document ici visualiser la FDS mère. Donc là, ça télécharge la FDS mère. Donc c'est une FDS mais avec aucun critère précisé sur les détails du produit. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur le petit crayon pour réaliser une FDS. Donc, voilà, je vais par exemple regarder la charpente traditionnelle Bois de France collée. Et donc là, j'arrive sur l'interface de calcul qui va me permettre donc d'adapter différents critères. Donc là, les paramètres, ça va dépendre du produit.
Donc là, pour un produit de charpente traditionnel en bois français collé, les paramètres, ça va être l'essence, le type de bois, donc soit BMA, BLC, BMR, la masse des connecteurs en acier et la distance atelier-chantier. On voit que par défaut, tout est renseigné comme inconnu ou toutes essences. Et là, à droite, j'ai mon résultat en kilogrammes CO2 équivalent. Et ensuite, la distinction selon les étapes du cycle de vie. Alors, je donne un nom à mon calcul. Et donc, je vais pouvoir renseigner différentes choses qui vont faire en sorte que à côté, ça va bouger. Donc, si je renseigne déjà une essence, donc là, ça me l'a fait un peu monter parce que, par exemple, il y a une technique d'imprégnation. En général, si on prend la durabilité naturelle, ça va baisser. Type de bois, donc inconnu, j'imagine que ça avait pris le pire scénario, donc ça correspond à du BFC-BMR. Mais si c'est du BMA, là, je vais encore plus baisser. Là, je vois vraiment la différence. Je suis passé de 146 à 98 à droite. Masse du connecteur en acier. Donc là, moins je vais avoir de connecteurs en acier, plus le résultat sera avantageux. Avance et distance à l'échantillon, pareil. Moins la distance sera importante, plus le résultat sera intéressant. Là, j'ai fait un exemple où j'ai rempli un peu des critères, des paramètres. Et donc là, je vois mon seuil carbone qui a diminué ou qui aurait pu aussi augmenter selon les critères. Et à droite, la différence selon l'étape de production. Donc, une fois que j'ai fini, je peux enregistrer et ensuite générer ma FDS. Donc là, j'ai généré une FDS fille qui va se télécharger. Alors, voilà. Et ensuite, je peux cliquer ici pour avoir ma FDS. Et donc là, voilà, j'ai téléchargé une FDS que j'ai un peu personnalisée avec des critères. Donc voilà ce que permet de faire le configurateur DE Bois de France aujourd'hui. Alors, si je descends un peu, je vais pouvoir voir vraiment le détail selon les. Voilà, c'est le tableau donc, en fonction de chaque étape du cycle de vie et la différenciation des différents critères qu'on avait vu au début du webinaire. Et là, donc, c'est le résultat avec les critères que j'ai renseignés dans le configurateur. Voilà ce que permet de faire le configurateur aujourd'hui. Après, si on navigue un peu, là, c'est les calculs que j'ai faits. Je peux retrouver les anciens calculs que j'ai faits sur différentes FDS. Là, c'est les FDS mères, donc les FDS initiales, les tutoriels, etc. Pas mal d'assistantes d'aide à la prise en main du configurateur aussi. Et il y a une évolution qui va faire que donc, d'ici quelques mois, on pourra aussi générer des FDS individuels sur de-boisdefrance.fr et avoir des résultats encore plus avantageux. C'est fini pour moi et j'ai mis les contacts de mes collègues puisque moi je quitte Bois de France aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Donc si jamais vous souhaitez contacter quelqu'un de Bois de France, je vous invite à vous rediriger. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Et on va finir du coup avec la présentation de Arnaud pour la plateforme de bois du FCBA. Yes. Merci. Bon, bah, ça va être un peu répétitif, vous allez voir, mais je vais commencer par la base. Donc, DE Bois, cette fois-ci, c'est un configurateur financé par le Codifab. Donc, effectivement, réalisé, maintenant, c'est plutôt édité par FCBA et réalisé par la société Apcivi qui réalise également le configurateur de DE Bois de France. Donc là, ce que je vous affiche à l'écran, en fait, c'est la version V1, on va dire, de DE Bois. Donc c'est la version qui a duré quand même 4 ou 5 ans avec les précédentes FDES de produits de structure bois qui avaient été réalisées selon la norme. Tout à l'heure, Marion nous a parlé de la norme 15804 qui était au format A1. Donc amendement 1 de la norme qui régit la réalisation des FDUS. À peu près en même temps que la mise en application de la RE 2020,
la norme 15804 A2 a été mise en application également. Et donc, on en a profité aussi donc aussi sur la demande des organisations professionnelles et du Codifab, pour également mettre à jour ce site DE Bois. Donc, on est passé à une V2. Donc, la V1 que je vous affiche là, c'est celle à laquelle on accède toujours avec cette adresse-là. Mais bientôt, l'adresse va renvoyer vers un nouveau site. Parce que pour le moment, on est encore dans une phase de transition, si vous voulez. Les FDES sont encore en cours de vérification, enfin certaines FDES. Et donc, ce qu'on voit ici dans cette V1, c'est que ici, il est expliqué que justement, ce configurateur est en phase de transition et que pour accéder à la nouvelle version du configurateur, il faut cliquer sur ce lien. Et donc là, vous allez voir, on va retrouver, voilà, on retrouve à peu près la même structure que pour DE Bois de France, de manière générale. Donc évidemment, hein, comme je le disais, c'est développé par la même entreprise, donc c'est normal. De manière générale, alors ce qu'on va retrouver, c'est de la même manière, donc comme je le disais, la même structure, sensiblement le même type de produit que pour DE Bois de France. Une grosse différence qu'il va y avoir, c'est, bon, bah, évidemment, on peut modéliser autre chose que du bois de France. Donc, je vais vous montrer par exemple l'exemple On va changer, on va aller dans le mur ossature bois. Hop, 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 ça charge un peu. Donc là, tout ça, c'est basé sur des FDES qui ont été mis à jour au format A2 de la norme. Donc, c'est des FDES qui sont assez récentes, hein, qui ont été publiées courant de cette année-là. Voilà, donc voilà, comme je le disais, même structure, nom du calcul, voilà. Les paramètres, donc là on retrouve un petit peu plus de paramètres peut-être, hein, l'essence, le type de bois, c'était à la demande des organisations professionnelles en fait, d'augmenter un peu le nombre de paramètres. Les origines, comme je le disais, donc maintenant on n'a plus que du bois de France, mais on peut paramétrer un certain nombre d'origines. Là, on est dans le cadre d'un mur à ossature bois, donc on peut choisir la largeur des montants, le volume de bois, le type de contreventement, donc de panneaux. On peut aussi décider de faire un mur sans panneaux de contreventement et de venir l'ajouter dans le calcul ACV, plutôt au niveau du calcul ACV bâtiment. Et là, c'est libre à vous de choisir le type de contreventement que vous voulez ajouter. Par exemple, un contreventement dont vous auriez une FDES individuelle, ça pourrait marcher. Voilà, origine, épaisseur, le type d'isolant, les masses de ferrure et de quincaillerie, et l'inclusion ou non de par pluie et par vapeur. Donc là, partout ici, on ne peut pas choisir le type de pare-pluie ou le type de pare-vapeur. Derrière, ce que le configurateur vient chercher, c'est des données génériques qui sont issues de la base de données Eco en vente qu'on utilise dans le cadre de la réalisation de nos FDES. Mais voilà, ça reste intéressant de pouvoir mettre quand vous n'avez pas forcément la donnée, la FDES individuelle ou collective de par pluie ou par vapeur, individuelle, parce que collectif, ça n'existe pas encore. Mais ça peut être intéressant de l'intégrer directement ici. Et enfin, la partie transport et mise en œuvre, donc transport vers le chantier, mise en œuvre, donc masse de quincaillerie éventuellement, et le type de bâtiment pour le scénario de mise en œuvre. Donc là, c'est pareil, derrière, il y a des données génériques qui sont récupérées et qui sont utilisées en fonction de si votre mur il est plutôt installé pour une maison individuelle, du logement collectif, du bâtiment tertiaire. De la même manière, il faut, bon, je ne vais pas le refaire ici, mais il faut mettre à jour les résultats. Dans le cadre des voies de France, ça se met à jour automatiquement. Donc ça, je vais revenir vers AppCivi. C'est vrai que je n'avais pas fait attention à ce détail-là. A priori, on devrait pouvoir faire une mise à jour automatique. Et ensuite, enregistrer le calcul et générer la FDES. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Donc voilà, on peut retrouver ici toutes les FDES collectives qui ont été publiées et qui sont représentées à travers des interfaces dans le configurateur des bois.
ou qui vont l'être. Typiquement, là, les portes extérieures, ici, le configurateur là est pas encore disponible, mais il le sera prochainement. Euh, voilà. Voilà pour DE Bois. Je crois avoir tout parcouru. Donc, il reste, là, il reste deux grandes familles, les planchers bois et les poutres en bois lamellé collé, qui ne sont pas encore disponibles. Le bois d'ossature primaire, il n'est pas voué à être disponible. Voilà, ces deux-là ne sont pas encore disponibles. C'est en cours de vérification, comme on le disait tout à l'heure, par des vérificateurs habilités INIES. D'ici 2 semaines, grand max, ça devrait être disponible sur le site. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez toujours lever la main sur l'interface et je peux ouvrir votre micro. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ah, on a une question, enfin, Jean-Pierre, collègue prescripteur. Là, Jean-Pierre, c'est bon. Mon micro est ouvert? Oui. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question que l'on me pose parfois sur la génération des FDES à partir des collectives, en fait, quand on veut regarder par rapport à la distance chantier ou on distingue la pose du bardage, etc. Donc, on la personnalise au contexte que l'on a. La question que j'avais, c'était comment ça s'est vérifié? Est-ce que c'est généré est-ce que la FDS est générée aussi sur la base INIES? A priori, non. Mais comment, en fait, on garantit que le fait de personnaliser, ça rentre bien dans le cadre légal, en fait? En fait, là, c'est les configurateurs qu'on vous présente là, qu'on vous a présenté avec Lucie. C'est des configurateurs collectifs qui sont utilisables de manière publique. Et donc, en amont, comme je l'expliquais, ils sont déjà vérifiés. En fait, on ne peut pas publier comme ça n'importe comment, mettre en ligne une interface de configuration pour la rendre accessible à tous, sans que ce soit vérifié au préalable par des vérificateurs habilités INIES, qui eux vont vérifier en fait la conformité de l'interface, des données qui sont utilisées derrière, et aussi qui vont nous demander par exemple enfin qui vont vérifier les bornes min et max sur les paramètres qui peuvent être configurables. Typiquement, on parlait de la distance au chantier. Voilà. Sur ces configurateurs-là, on considère que du fait de la vérification qui a été réalisée, il n'y a pas besoin d'une vérification supplémentaire parce que on va dire que les données sont pas. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Si jamais on pouvait modifier la consommation électrique lors de la production des charpentes ou des murs ossature bois. Ça, on considère que c'est typiquement un paramètre ultra sensible qui a besoin d'être vérifié derrière, avant publication d'une FDES. Là, dans le cas des paramètres que je vous ai présentés, euh, c'est des paramètres soit qui sont très encadrés, typiquement l'origine du bois, l'origine du bois, le type de bois, tout ça, les données derrière, elles sont fixes, elles n'ont pas à varier. Euh, mais voilà, donc ça, il n'y a pas d'inquiétude sur des configurateurs comme DE Bois ou DE Bois de France. Euh, S'ils sont en ligne, c'est que derrière, les données, elles sont conformes, quoi, et utilisables. Ok, merci. Ensuite, on a une question de Francis. Alors, Francis, je t'ouvre le micro. Là, c'est bon, normalement. Tu peux poser des questions. Non, il a l'air toujours fermé le micro. Ah oui, alors moi, j'ai autorisé le micro, Ah oui, il mais faut l'activer. quand même. Parce que je ne peux pas ouvrir. Ça y est. Ouais, Ok, merci. super. C'était une question pour Zachary, justement, et qui est très en lien avec la question précédente. Dans ta présentation, j'ai mis qu'il y avait les avantages et les inconvénients. Et parmi les inconvénients, il y avait les déclarations individuelles
fausse, c'est à peu près le terme que j'ai retenu, mais je vais peut-être me tromper. Fausse le résultat, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Pourquoi ça peut fausser? Pourquoi c'est un inconvénient? Moi, j'avais pu comprendre que les FDES individuels permettaient d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée, donc, et Oui, en fait, que, étant donné la ça peut être réponse un avantage précédente, pour l'entreprise ouais, qui l'a réalisé, mais en fait, le problème, c'est qu'on a des décalages entre les FDES individuels et collectives. Donc, une entreprise locale qui a une FDES collective aura une moins bonne note qu'une entreprise qui a une FDES individuelle qui va être loin. Et en fait, c'est là où je dis qu'il y a un souci. Mais pour une entreprise, c'est un gros point fort. En fait, les entreprises locales, elles ont tout à gagner à faire faire des FDES individuels sur leurs produits parce qu'elles pourront mieux vendre leurs produits, il sera mieux valorisé en termes d'émissions carbone. Par contre, celui qui va sélectionner les offres, il faudra qu'il fasse attention parce que s'il a une entreprise qui est loin et qui a fait une FDES individuelle, elle aura un très bon résultat qui pourra être meilleur qu'une entreprise locale qui a une FDES collective avec des résultats, on va dire, plus généraux, du coup, qui la valorisent moins. C'est ça que je voulais dire par là. Est-ce que ça a répondu à la question? oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Okay. Dominique Mollard, qui a une question. Je peux juste compléter ta réponse, Zachary, avec le fait Oui. que bientôt, on pourra aussi créer des FDES individuels sur les configurateurs. Donc ça aidera aussi à garantir l'équité dans les résultats. Voilà. Dominique, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Est-ce que ça marche, le micro? Oui, c'est bon. Oui, merci. Merci pour ce webinaire. Est-ce qu'il y aura un configurateur pour les planchers collaborants bois-béton? Est-ce que ce sera dans la série plancher ou est-ce que c'est quelque chose encore totalement indépendant? Alors, c'est pas encore prévu. Ça a été un sujet. Je sais pas si du côté du. Donc, nous, c'est plutôt bois. Je sais pas si du côté du béton, ils ont commencé à en parler. En fait, là, il s'agirait, j'ai envie de dire, de faire pression auprès des organisations professionnelles. Parce que j'ai l'impression que personne n'a vraiment envie de se lancer là-dedans, vu que c'est quelque chose qui mêle vraiment enfin, le bois et le béton. On a un peu le sentiment que l'un renvoie la balle à l'autre, quoi. Donc, en fait, avant de pouvoir faire une interface de configuration plancher bois-béton, il faudrait avoir déjà une FDES collective bois-béton, ce qui n'est, je crois, pas encore le cas. Donc voilà, mais ouais, faut faire la demande. À qui faut s'adresser alors? Alors ça peut être au Codifab, à l'UMB, voilà, enfin aux organisations professionnelles du bois, du côté du béton, je sais plus, c'est Cérib, il me semble. Ça peut valoir le coup de se diriger vers eux, quoi. Ok, merci. Très bien, on n'a pas plus de questions que ça, donc je vous propose de s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à contacter Bois de France si vous avez un projet Bois de France, vous êtes dans le de prescription. N'hésitez pas non plus à contacter le bureau d'études Caribati si vous voulez faire vos propres FDES, ils sont capables de le faire aussi pour vous. Et puis nous, on peut vous faire du conseil plutôt à l'échelle régionale pour insérer du bois local. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. On est là pour ça. Sur ce, bonne journée à tous et merci aux intervenants pour leurs interventions de qualité. Merci. Bonne journée. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.